professer notre foi sans la vivre. Quelle place pour Dieu dans De cette relation intime de lui à nous et de nous à lui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour vous présenter Jérémie en quelques mots, j'ai choisi de vous raconter 3 petites anecdotes sur lui. La première, elle remonte à il y a bientôt 10 ans, quand on s'est mariés. Jérémie a choisi de me faire des promesses personnalisées sur mesure. Et là, devant l'autel, en me regardant dans les yeux, je l'entends me dire « Je te serai fidèle jusqu'à la dernière de mes pensées ». Et là, peut-être comme vous, dans ma tête, je me suis dit « Mais t'es malade, dis pas ça, c'est impossible à tenir ». La deuxième, c'est que durant son adolescence, de par son vécu, son parcours de vie, Jérémie s'est fait un vœu intérieur. Il s'est juré de ne jamais faire du mal à une femme. La troisième anecdote, plus récente, quand on est rentré de notre voyage au mois de mai, la maman d'une amie m'a demandé « Salomé, quelle était ta plus grande découverte durant ton voyage ?» Et sans hésiter, j'ai répondu « Mon mari ». Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici d'aller manger au restaurant avec Salomé? J'imagine, pour 2-3, c'est peut-être le cas, mais pas pour beaucoup. J'ai la chance, ça m'arrive souvent. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire avec Salomé? C'est quand vous arrivez à la fin du repas, c'était toujours le meilleur repas. Ça veut dire que la fois d'avant, c'était le meilleur, celui que vous avez, c'était le meilleur, et vous savez déjà que le prochain, ça sera aussi le meilleur repas. Cette petite anecdote, pour vous dire que Salomé, c'est quelqu'un de très entier, c'est quelqu'un qui aime les superlatifs, et c'est quelqu'un qui a généralement confiance en Dieu, dans la vie, dans les gens, et dans son mari aussi. Au travers de notre mariage, c'est quelque chose que j'ai ressenti au travers de ces dernières années, au vu des superlatifs que Salomé avait parfois à mon sujet, je me sentais parfois pas digne de cela, et vous allez comprendre un peu plus pourquoi. Une de nos grandes passions, vous vous en doutez, c'est le couple. Pourquoi? Déjà parce qu'on aime être en couple. Oui, je confirme. La plupart du temps. Aussi parce qu'on croit que c'est l'endroit par prédilection pour apprendre les 2 choses les plus importantes qu'on a à apprendre sur cette terre, à savoir aimer et être aimé. Dans le cadre de cette passion, on est parti en Nouvelle-Zélande pour aller se former pendant 3 mois avec Jem. Et on a vraiment suivi cette formation pour devenir des personnes de ressources pour d'autres couples. Et on était à des années-lumière d'imaginer que notre propre couple avait peut-être besoin d'un petit service. J'avais acheté dans ce cadre-là un livre qui s'appelle « What Your Husband Isn't Telling You ». Et je me rappelle très bien que je l'ai acheté pour comprendre d'autres couples, pour savoir pourquoi certains hommes n'osent pas tout dire à leurs femmes. Mais ça ne nous concernait pas, nous, puisque nous, on n'avait pas de secret. Comme vous comprenez, c'était pas vraiment le cas. Ma femme ne savait pas qu'il y avait pas mal d'amitiés que j'avais au travail. J'avais des confidences très intimes et personnelles qu'elle me partageait, que je ne disais pas à ma femme. Dans mes pensées, ça foirait souvent aussi. J'avais de la peine, je ne lui en parlais pas. Il y avait des fois des films, des fantasmes qui me tournaient en moi. Et puis, je ne me suis jamais confié, je n'ai jamais dit, mais c'est difficile, c'est dur, j'arrive pas toujours à gérer. Je ne savais pas non plus que de mon identité, de mon quotidien, j'avais un espèce de besoin fréquent, régulier, toujours plaire aux femmes. Ça construisait mon identité, je cherchais leur attention. Elle ne savait pas non plus que ça faisait 2 ans que je chattais régulièrement avec une partenaire à l'étranger. On discutait de tout et de rien, c'était parfois ambigu. On discutait de choses super intimes, super personnelles aussi. Je n'en avais jamais parlé. Alors voilà, je m'étais fait ce vœu au fond de moi que je n'allais jamais blesser ma femme, alors forcément, je n'allais pas lui révéler des choses qui pourraient la blesser. Je me sentais aussi parfois sur ce piédestal, je me disais, mais ma femme, elle me voit tellement trop beau, j'ai pas envie de la décevoir, j'ai pas envie qu'elle sache finalement qu'est-ce qu'il y a parfois réellement au fond de moi. Voilà, en résumé, à peu près 10 jours de confidence qui ont commencé le 9 mars de cette année. Et je crois qu'on peut dire que c'était les 10 jours les plus difficiles de notre vie de couple. Pour moi, ce qui était le plus dur à avaler, c'était cette histoire de relation amicale avec cette partenaire à l'étranger, que je connais d'ailleurs.
Sincèrement, quand il a commencé à déballer un peu, je ne me suis pas trop inquiétée. Vous vous souvenez de nos promesses de mariage? Je me suis dit, oh, il est chou. Il est tellement intègre qu'il a envie d'être droit jusqu'au bout. J'avais l'impression que sa conscience lui faisait faire un peu un excès de zèle. Mais j'ai quand même été rechercher un petit peu, fouiller pour comprendre ce qu'il voulait me dire. Et là, je suis tombée de haut. J'ai découvert des conversations très personnelles, intimes. J'ai découvert que c'était de loin, pas toujours elle, qui cherchait le contact. Et j'ai découvert que même durant notre voyage, donc décembre, janvier, février, mars, ils étaient constamment en contact derrière mon dos. Et là, c'était le choc. Je me suis dit, mon Dieu, je ne reconnais pas mon homme. Et pourquoi on vous raconte tout ça? Eh bien, heureusement, il y a quand même une fin heureuse. C'est qu'on en ressort vraiment plus proches l'un de l'autre. Au lieu de nous séparer, cette expérience, elle nous a rapprochés. Et on s'est dit que si ça peut servir à d'autres couples, encore mieux. Souvent, on a tendance, avec nos hontes ou nos blessures, d'adopter deux postures naturelles. Je vais poser ce livre. Soit on se cache l'un devant l'autre, on est dos à dos. Et le problème avec cette posture, c'est que les secrets et les non-dits, ils dressent des murs invisibles. Et ce mur, en fait, il empêche une réelle intimité. Il y a une autre posture naturelle, c'est celle où on est dans le face-à-face, où on est toujours en train de s'attaquer ou de se tirer dans les pattes l'un l'autre. Et souvent, c'est aussi pour se protéger soi. Mais heureusement, on a découvert qu'il existe une troisième voie. C'est celle où on est côte à côte, main dans la main, et on se dit « tes défis sont mes défis ». On est ensemble dans ce bateau. Et c'est uniquement dans cette posture-là qu'on peut devenir des alliés. Alors on aimerait vous partager brièvement 5 points qu'on a compris au travers de cette histoire, qui sont évidemment importants à mettre en place dans votre vie de couple, mais qui sont aussi valables peut-être pour des gens qui sont seuls aujourd'hui, dans votre vie avec vos amis. C'est des choses qui sont vraiment possibles de mettre en pratique. La première chose, c'est partager avec humilité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de confesser quelque chose à quelqu'un que vous savez que ça va peut-être le blesser. Ce n'est pas évident, vous avez la boule au ventre, vous avez la peur d'être jugé, vous avez la peur de décevoir, vous avez la peur d'être abandonné peut-être. Alors j'ai été avec mon courage, j'ai pris tout mon courage à deux mains, j'ai essayé de me dire, voilà, je partage tout ce que ma femme ne savait pas. Wikipédia définit l'humilité comme le trait de caractère de se voir tel qu'on est. C'est super intéressant. Ça ne veut pas dire que quand on partage, on a besoin de se victimiser et de se montrer pire que ce qu'on est. Et à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on doit se montrer meilleur que ce qu'on est en oubliant ses faiblesses et ses challenges. C'est le courage d'être honnête avec soi-même et avec l'autre. Et partager avec humilité, c'est aussi accepter le regard de l'autre dans la situation, dans notre vie ou dans ce qu'on est en train de vivre. Deuxièmement, accueillir avec grâce. Ok, mais comment on fait pour entendre quand ça fait mal? Ce point, il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est de considérer ce que l'autre il est en train de me dire comme un cadeau, même si ça peut paraître un cadeau un peu empoisonné au début. Et si je considère ça comme un cadeau, je vais tout faire pour honorer sa confiance. Ça veut dire que je ne vais jamais utiliser ce qu'il m'a dit contre lui, que ce soit dans le privé, dans nos scènes de ménage, ou encore pire, en public, pour aller cracher derrière son dos. Le deuxième pilier, c'est de ne pas juger. Mon amie Léna, elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Elle m'a dit, tu sais, quand je juge quelqu'un, c'est que je me crois supérieure à lui. Alors que moi, elle s'est marrée, elle a dit, t'inquiète pas, je connais très bien mon propre potentiel de péché. Et je me suis dit, waouh, ça c'est une clé. Se rappeler qu'on est tous humains et que dans d'autres circonstances, peut-être avec un autre parcours de vie, ça aurait très bien pu m'arriver à moi. Le troisième pilier, c'est accueillir aussi mes propres émotions. On ne peut pas être bienveillant envers son conjoint si on ne l'est pas d'abord déjà avec soi. Alors dans mon cas, vous imaginez bien toutes les émotions qui ont pu surgir. Il y avait la peur, justement, de me dire « qu'est-ce qu'il me cache d'autre ?» Il y avait de la colère aussi. J'avoue que Jérémy s'est ramassé en verre d'eau en pleine figure. J'avais besoin d'aller fracasser une chaise en plastique sur la terrasse. Il y avait évidemment de la jalousie face à cette Miss qui a réussi à se glisser entre nous sans que je m'en rende compte. Il y avait de la tristesse de me dire, au fond, ça veut dire que je ne lui ai pas suffi. C'est aussi accepter que la confiance, elle aura besoin de temps pour être reconstruite. Et c'est OK, on a le temps.
Et le quatrième pilier, c'est de s'entourer de personnes de confiance, ne pas rester seul. Que ce soit des professionnels ou des amis proches. Dans notre cas, on a eu la chance d'avoir les deux. Et sans ces personnes, je ne pense pas qu'on serait debout devant vous aujourd'hui déjà. Le troisième point, c'est s'intéresser avec passion. Quand on a commencé à vivre tout ce déballage ou ce partage cœur à cœur, Salomé en a partagé avec une amie qu'on avait sur place là-bas, qui lui a donné un très bon conseil, lui a dit « Mais est-ce qu'il y a plus que ton mari aimerait te dire ?» Et cette question que Salomé m'a posée m'a libéré. Elle m'a dit Salomé, elle veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe au fond, qui je suis vraiment. Elle est vraiment intéressée, même si elle comprend que ça fait mal. Dans notre quotidien, ça prend par exemple la forme d'un petit thé le soir où on se regarde dans les yeux puis on se dit mais quel était le meilleur moment pour toi? Quel a été le pire moment? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Comment ça va tes pensées? Et ce genre de choses. Quatrièmement, c'est admirer le chemin parcouru. Alors c'est vrai qu'en tant que conjoint, on est les premiers concernés quand il y a des blessures ou des défauts, mais on est aussi aux premières loges pour admirer tous les chemins parcourus, les progrès. Dans notre histoire, le premier progrès que j'ai pu admirer, c'est quand Jérémie était d'accord de couper tout contact avec cette partenaire. J'étais là, waouh, merci. Et un deuxième point dernièrement, quand il est rentré du boulot, en me disant, tu sais, avant, quand j'allais faire des photocopies au travail, je lançais l'opération et après j'allais faire un peu le tour des bureaux pour m'intéresser aux collègues, pour savoir comment elles allaient. Et là, j'ai remarqué que j'avais même plus besoin de ça. Je reste à ma photocopieuse et ça me suffit. Notre dernier point, c'est célébrer les victoires. C'est beau le chemin parcouru, mais c'est beau de pouvoir s'arrêter. Comprenant, comme on a dit tout à l'heure, que les challenges de l'un, c'est aussi mes challenges, mais les victoires de l'un, c'est aussi mes victoires, c'est nos victoires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire le 9 mars en 2019 ? J'en ai aucune idée encore, mais je sais qu'on va célébrer ça. Parce qu'au travers de ce passage, de cette vérité qu'on a pu mettre à la lumière, il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons de souffrances du passé. Il y a eu des libérations, notamment de peur, que ce soit pour moi, pour Salomé, ou pour nous ensemble dans notre couple qu'on avait forgé au travers des années. Il y a eu une nouvelle intimité aussi, qu'on ne connaissait pas avant, une nouvelle intimité dans les discussions, dans la profondeur. Alors voilà, on arrive à la fin de notre talk. On aimerait vous challenger en fonction de ce qu'on a partagé. On aimerait vous challenger sur ce chemin de la vérité, parce qu'il y a l'intimité, il y a la libération, il y a la guérison, et on sait que dans notre histoire, si ça n'avait pas commencé par de la confession, si ça n'avait pas commencé par de l'honnêteté, par la vérité en mettant les choses à table, on n'aurait pas été au cas guérison, libération et plus d'intimité. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vous raconte là, ce n'est pas nouveau, hein. On le trouve déjà dans la Bible. Et même cet après-midi, on en a déjà parlé, la promesse de Christ qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre d'aimer et d'être aimé. » Merci beaucoup.